À cet emplacement, je peux m'arrêter pour déposer des passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller boire un café. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, vous avez vu sur le bord du trottoir, vous avez un marquage qui est discontinu jaune, donc des pointillés jaunes. Quand ce sont des pointillés jaunes, ça veut dire que vous avez le droit de vous arrêter, mais que vous n'avez pas le droit de stationner. Alors, un arrêt, c'est quoi? C'est uniquement pour déposer ou mettre des bagages dans votre voiture, ou laisser un passager descendre, ou le laisser monter dans votre véhicule. C'est ça, un arrêt. Donc, est-ce que j'ai le droit de déposer des passagers? Oui, puisque j'ai les pointillés jaunes et c'est pas une ligne continue, donc j'ai le droit. Et pour aller boire un café, ça non, c'est pas un arrêt. Même si je reste juste à côté et que je vois mon véhicule, c'est pas un arrêt. Donc, c'était réponse A et D. Je surveille l'évolution de la situation. Devant moi, oui, réponse A, non, réponse B. Derrière moi, oui, réponse C, non, réponse D. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien la photo, on voit que là, nous sommes dans une voie d'insertion. Le but de la voie d'insertion, c'est d'analyser si je dois accélérer fortement pour pouvoir passer par exemple devant ce poids lourd, ou alors est-ce que je vais m'insérer derrière ce poids lourd. Pour tout ça, il va falloir que j'observe autour de moi. Donc je vais observer, voir s'il y a de la circulation devant ce poids lourd, s'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi se rabattre, par exemple quelqu'un qui est en train de dépasser le poids lourd et qui va se rabattre, et si moi je veux m'insérer à ce moment-là, eh bien c'est un risque d'accident. Donc je dois observer ce qui se passe sur l'avant, mais je dois aussi observer ce qui se passe sur l'arrière pour voir s'il y a d'autres véhicules qui arrivent ou qui sont assez proches du poids lourd, de manière à adapter mon allure, savoir si je m'insère devant le poids lourd, derrière le poids lourd, ou s'il y a plusieurs voitures derrière le poids lourd, est-ce que je m'insère derrière toutes ces voitures-là? D'accord? Donc là, c'était réponse A et C, je dois à la fois surveiller devant moi et derrière moi. Je circule au-delà de la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue mon dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, si on regarde bien ma limitation de vitesse ici, je suis donc à 114 km/h. Et on peut voir que là, je suis sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'il nous le dit? C'est que l'aire de repos qui est ici est bleu. Et quand c'est bleu, c'est que nous sommes sur l'autoroute. Sinon, si on avait été sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, mais pas sur l'autoroute, le panneau là aurait été blanc. Donc là, dès que c'est bleu, vous savez que c'est l'autoroute. Donc si je suis sur l'autoroute, je suis limité à 130 km/h. Ce qui fait que là, je respecte sans problème ma limitation de vitesse. Je suis même en dessous de la limite maximale. Est-ce que je continue mon dépassement? Oui, parce que si je me rabats maintenant, là, je n'aurai pas du tout les bonnes distances de sécurité. Je vais mettre en danger celui qui est derrière moi et aussi je vais me mettre en danger par rapport à ceux de devant. Donc là, je continue mon dépassement et je me rabattrai quand les distances de sécurité seront suffisantes et que j'aurai l'espace suffisant aussi pour pouvoir le faire. Donc c'était réponse B, C. Dans cette situation, j'accélère et je passe. Réponse A. Je freine et je m'arrête. Réponse B.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'à droite, il y a un stop, donc je n'ai pas à m'arrêter pour le stop. Moi, je suis dans la voie pour aller tout droit. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, il y a un passage à niveau avec des feux. Et là, les feux clignotent. Donc, dans la seconde qui vient, les barrières vont commencer à se baisser de chaque côté. C'est pas parce que je vois un agent d'entretien à côté que je vais me dire, oh bah, il a peut-être mis en fonctionnement les feux, mais il n'y a pas de train. Ça, je n'en sais strictement rien. Et les barrières, de toute manière, risquent de se baisser. Donc, dans tous les cas, quand j'ai un feu qui clignote comme ça, je dois m'arrêter. D'accord? Donc là, je freine et je m'arrête. Réponse B. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les séries suivantes. Et je vous souhaite un bon entraînement pour la suite et restez motivés. Le feu ne fonctionne pas. Je laisse la priorité de passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, quand le feu ne fonctionne pas, on regarde le reste de la signalisation. Donc, les panneaux, les marquages au sol. Bon, là, on nous dit que on est sur une route à caractère prioritaire. Ça veut dire que si je continue sur cette route-là, je suis prioritaire par rapport à ceux qui viennent des côtés. Donc, ce n'est pas une priorité à droite. Je suis prioritaire. Si on est un peu curieux, on peut aussi voir sur le feu de droite. On devine le céder le passage aussi, hein. Donc, ça confirme bien que nous sommes prioritaires. Ensuite, on a ce panneau-là qui nous dit obligation d'aller tout droit. Je ne peux donc ni aller à droite, ni aller à gauche. Je n'ai pas le choix. Donc là, est-ce que je laisse le passage aux usagers venant de droite? Non, réponse B. Est-ce que je peux tourner à gauche? Non, réponse D. Donc c'était B et D. Le risque de verglas est plus important lors de la traversée d'un pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous avez plus de risques de verglas quand vous traversez une forêt à proximité d'un cours d'eau. Donc là, c'est ce qu'on suppose, hein, que c'est un cours d'eau. Quand vous êtes exposé au vent, à l'ombre, donc avec des coins d'humidité, et quand vous traversez un pont. Il y a plus de risques sur et sous le pont. Donc c'était réponse A. Cette voiture est en train de sortir de son stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rentrer dans la place de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc vous avez bien les places de stationnement ici, et on peut voir que la voiture, elle a deux feux blancs à l'arrière. Ce sont les feux de recul. Donc là, elle est en train de reculer pour aller dans sa place de stationnement. Donc elle ne sort pas du stationnement puisqu'elle fait une marche arrière. Donc c'était réponse B et C. La signalisation m'annonce la présence d'une piste cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir le panneau rond bleu là qui nous dit que c'est une voie réservée pour les cyclistes. Mais ça ne nous dit pas si c'est une bande ou une piste cyclable. Ici, on est uniquement séparé par un marquage au sol. Donc, vous voyez les pointillés qui sont larges ici, ça nous indique une voie réservée. La différence entre une bande cyclable et une piste cyclable, c'est que la bande cyclable reste sur la même chaussée que nous. La piste cyclable, elle est à l'écart de nous, donc elle sera soit séparée par un terre-plein central, soit elle peut être placée sur le trottoir ou de l'autre côté du trottoir, mais ça sera à l'écart.
Donc là, c'est une bande cyclable et pas une piste cyclable. Donc, est-ce que ça m'annonce la présence d'une piste cyclable? Non, réponse B. La perception visuelle dépend de la luminosité ambiante. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vue du conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, si la luminosité ambiante, elle est pas top, donc si on est un peu dans la pénombre ou ébloui par le soleil, ça peut être aussi cette situation-là, on ne verra pas bien ce qui se passe. Dans ce cas-là, notre perception visuelle, elle ne sera pas très bonne. Et puis, ça va dépendre aussi de notre vue. Des fois, même si on a des lunettes qui nous corrigent la vue, on n'a pas forcément une vue qui est très très bien corrigée. Donc là, c'était bien réponse A et C. Sur les véhicules récents, le volant peut se régler en profondeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, donc on peut régler en hauteur le volant, ça veut dire qu'on peut monter ou descendre le volant, mais on peut aussi le rapprocher du tableau de bord ou le rapprocher de vous de manière à ce que vous soyez bien installé au poste de conduite. Donc on peut aussi le régler en profondeur. Donc c'était réponse A. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. De droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. On peut voir que ici, il y a un panneau de danger qui nous annonce qu'il va y avoir un sens giratoire. Donc, quand c'est un sens giratoire, ça veut dire qu'on va arriver sur un céder le passage. Donc, on devra laisser passer ceux qui viennent de gauche. Donc, c'était réponse A et D. Je porte plus d'attention au piéton A, B, l'ouvrier là me regarde, donc il me voit arriver. Ce qui ne veut pas dire qu'il risque de faire un mauvais mouvement, mais il y a quand même moins de risques. Par contre, là, l'ouvrier B, il ne m'a pas vu non plus. Il est préoccupé, il sort un panneau là du camion, donc il risque probablement de faire un pas en arrière et de se retrouver vraiment sur ma trajectoire. Donc je porte plus d'attention sur le piéton B. Réponse B. Il y a un fort vent latéral venant de gauche. Je vais subir un appel d'air. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens fermement le volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on note qu'il y a un fort vent latéral qui vient de gauche, c'est-à-dire qui vient de là. D'accord ? Comme ça. Donc quand je vais arriver là, moi avant le poids lourd, j'ai le vent qui me pousse. J'ai le vent qui me pousse par là. Quand je vais arriver au niveau du poids lourd, d'un seul coup, je n'aurai plus de vent. Donc avant, je luttais contre le vent. Donc je tournais mon volant légèrement vers la gauche, mais très léger, pour faire opposition au vent. Je vais arriver à hauteur du poids lourd, et là d'un seul coup, c'est comme un mur, j'ai plus de vent. Donc ma voiture aura tendance, à dévier un petit peu vers le poids lourd. Ça s'appelle un appel d'air. Et quand je vais ressortir à ce niveau-là, à la sortie du poids lourd, je vais reprendre le vent.
donc ma voiture risque de refaire un écart vers la droite. D'accord? Donc, il y a un fort vent latéral. Est-ce que je vais subir un appel d'air? Oui, réponse A. Est-ce que je tiens fermement le volant? Dans ce genre de situation-là, oui, il faut tenir fermement le volant justement pour éviter les écarts de trajectoire. Donc, c'était réponse A et C. Un capitaine de soirée est la personne désignée pour rester sobre pendant la fête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Raccompagner ses amis en voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et oui, en effet, un capitaine de soirée, c'est bien la personne qui est désignée pour rester sobre pendant toute la fête. Donc rester sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas bu d'alcool, ok? Et que ça permet justement de raccompagner tous les copains en voiture sans mettre en danger qui que ce soit parce qu'il n'y a pas d'alcool dans le sang. Donc c'est réponse A et C. Sur l'autoroute, les deux principales causes des collisions en chaîne sont le non-respect des intervalles de sécurité, réponse A, la vitesse, réponse B, le brouillard, réponse C. Donc là, on vous demande les deux principales causes. Donc il faut bien répondre à deux réponses possibles. Donc là, c'est le non-respect des intervalles et la vitesse. Le brouillard, c'est pas une cause, c'est le comportement du conducteur qui est la cause. Donc là, c'était réponse A et B. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un passage piéton? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, il est interdit de stationner avant un passage piéton, en amont. C'est un autre terme, apprenez-le aussi, amont, si vous avez des difficultés avec ce terme-là. Donc, c'est interdit 5 mètres en amont, donc avant le passage piéton. Pourquoi? C'est pour avoir une visibilité sur l'entrée du passage piéton quand vous arrivez en voiture. Vous pouvez apercevoir au loin si un piéton va vouloir traverser. Tandis que si un véhicule qui est en stationnement juste avant le début du passage piéton, il va vous cacher toute la visibilité et vous ne pourrez pas anticiper. Ça va donc devenir dangereux. C'est pour ça que c'est interdit de stationner avant, donc en amont d'un passage piéton. Donc, pour stationner ou m'arrêter, c'est stationnement et arrêt d'ailleurs, rien qui est interdit. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage piéton. Oui, réponse A, pour des raisons de sécurité. Après un passage piéton, il n'y a rien de spécifié là-dessus, donc non, réponse D. Donc A et D. La ceinture de sécurité est un dispositif de sécurité passive, réponse A, active, réponse B. Alors, on va commencer par la sécurité active. La sécurité active, ça vous permet d'éviter l'accident ou d'essayer d'éviter l'accident, parce que c'est pas toujours possible. Donc, ça agit avant l'accident, comme par exemple l'antidérapage des roues. La sécurité passive, elle a pour but de limiter les conséquences de l'accident pour que cela devienne moins grave. Donc, ça agit au moment du choc ou après le choc. Je pense aux airbags, je pense à la ceinture.
La ceinture, c'est même le premier élément qui limite. La ceinture, elle agit après le choc, parce qu'une fois que vous avez percuté quelque chose, vous allez être projeté, et donc elle va vous maintenir à l'intérieur de l'habitacle. Donc c'est une sécurité passive. Réponse A. La vitesse est limitée à 50 km/h. Avant ces panneaux, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Après ces panneaux, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors ici, pour répondre à la question, il y a deux panneaux qui sont importants. C'est celui-ci et celui-là. Le premier nous dit que nous sortons d'agglomération, ce qui veut dire que avant le panneau, nous étions limités à 50 km/h. Comme on sort d'agglomération, normalement, on devrait pouvoir accélérer de nouveau. Mais on a le deuxième panneau là qui nous dit que nous sommes limités à 50 km/h. Je vais un petit peu en dehors de la question. Les 50 km/h seront jusqu'à la prochaine intersection, ou alors jusqu'au panneau fin de 50. Donc là, la vitesse est limitée à 50 km/h avant ces panneaux, oui, réponse A. Après ces panneaux, oui aussi, c'est encore limité à 50 parce qu'ils vous remettent un panneau. Donc A et C. Pour indiquer à l'usager en face qu'il m'éblouit, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Je fais 1 ou 2 appels de phare. Réponse B. Bon, on voit que celui d'en face a oublié d'enlever ses feux de route. Ça peut arriver d'oublier les feux de route, vous verrez quand vous conduirez, ça vous arrivera aussi de temps en temps. Donc ça sert à rien d'hurler et de lui mettre les feux de route pour l'éblouir à son tour, parce qu'on sera 2 éblouis, donc 2 fois plus de danger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 ou 2 appels de phare, de manière à ce qu'ils comprennent. Ça allume les appels de phare, c'est j'allume, j'éteins, d'accord? Et comme ça ne lui laisse pas le temps d'être ébloui en face, mais ça lui permet de comprendre qu'il faut qu'il repasse en feu de croisement. Donc là, c'était réponse B. Avant de quitter un véhicule, il faut systématiquement serrer le frein à main. Réponse A. Fermer les vitres. Réponse B. Verrouiller les portes. Réponse C. Engager une vitesse. Réponse D. Alors avant de quitter un véhicule, en effet, il vaut mieux serrer le frein à main pour éviter que la voiture ne bouge pendant que vous êtes stationné. Ensuite, il faut fermer les vitres, pour s'il pleut déjà, si vous stationnez plusieurs jours, mais pour éviter tout risque de vol aussi. Et puis, il faut verrouiller les portes pour la même raison, c'est pour éviter les risques de vol. Concernant mettre une vitesse, engager une vitesse, ça on vous le conseille que si vous êtes dans une descente pour éviter que la voiture ne descende, ou que si vous êtes en côte pour éviter que la voiture ne recule. Donc dans ce cas-là, on vous conseille, parce que le frein à main aura quand même des difficultés à bien maintenir votre voiture, donc là on vous conseille d'engager une vitesse, ce qui fait que ça bloque les roues grâce au moteur. Donc là, c'était réponse A, B et C. Les feux de croisement sont visibles à 30 mètres minimum, réponse A. Éclair à 30 mètres minimum, réponse B. Alors ça, c'est à savoir par cœur. Les feux de croisement doivent éclairer à 30 mètres minimum. Je vous mets la réglementation là. Comme ça, vous faites pause si vous savez pas et vous vous faites des petites fiches à réviser comme je vous l'explique dans la petite formation. À réviser, comme ça, vous ne ferez plus d'erreur là-dessus. Donc, c'était réponse B.
J'économise du carburant si j'éteins le moteur pour un arrêt de 2 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 30 secondes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Maintenant, sur les nouvelles voitures, dès les 10 premières secondes, c'est intéressant d'éteindre le moteur. Sur les vieilles voitures, dès les 20 à 30 secondes, un feu rouge, par exemple, ou dans un bouchon, ou un passage à niveau, et ben là, il est préférable de couper le moteur. Ou si vous allez dans les fast-food en drive, pareil, et que vous attendez pour payer, par exemple, ou que vous attendez votre commande, pensez à éteindre votre moteur, vous ferez plus d'économies d'argent, mais vous polluerez moins aussi. Donc là, ça vaut le coup d'éteindre le moteur dès les 2 premières minutes, oui. Dès 30 secondes, oui. Donc réponse A et C. Le panneau m'indique une voie réservée au tramway. Réponse A. Un passage de tramway à 50 mètres. Réponse B. Un passage de tramway immédiat. Réponse C. Alors, pour que ce soit un panneau voie réservée, il aurait fallu que le panneau soit rond à fond bleu. Là, il n'est pas rond, il est carré. Donc c'est un panneau d'indication quand c'est un panneau carré. Là, ça nous indique uniquement que je vais rencontrer des tramways qui pourraient traverser la route à hauteur de ce panneau-là. Donc ça nous informe tout simplement de ça. Donc ça n'est pas une voie réservée, puisqu'il n'est pas rond, le panneau. C'est bien un passage de tramway, mais il n'est pas à 50 mètres, il est immédiat. C'est un panneau de position, ça. Donc réponse C. Alerter les secours, c'est précisé. Le lieu de l'accident, oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de victimes, oui, réponse C. Non, réponse D. Un petit rappel, hein, c'est protéger, alerter, secourir. Donc d'abord on protège et ensuite on alerte. Alors pour alerter, l'idéal, il faut rien oublier. Parce que si, par exemple, il n'y a pas assez de véhicules d'intervention, parce que vous n'aviez pas dit il y avait plusieurs personnes au moment de l'accident, il risque d'y avoir des personnes qui seront pas secourues ou mal secourues ou secourues trop tardivement. D'accord ? Donc c'est important de signaler le nombre de victimes, d'estimer leur âge, si c'est un bébé ou si c'est une personne âgée, les choses à faire et l'équipement ne sera pas le même non plus. Il faut préciser aussi si c'est un homme, une femme, une personne enceinte aussi. Il faut préciser le type de blessure, si c'est une hémorragie par exemple. Donc si la personne est consciente aussi, pour évaluer la gravité des blessures. Mais il faut aussi dire le type de véhicule qu'il y a. N'oubliez pas de préciser, par exemple, c'est avec un car. Alors peut-être que vous n'avez pas comptabilisé exactement le bon nombre de personnes. Donc s'il y a un car avec peut-être des personnes à l'intérieur, ils vont envoyer beaucoup plus de véhicules que le nombre de personnes que vous avez dit, hein, peut-être dans l'accident. Parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui sont projetées, qui sont sorties du car, que vous ne verrez pas. Il faudra aussi préciser, par exemple, s'il y a un véhicule qui transporte des matières inflammables. Parce que là, pareil, c'est pas du tout la même organisation et le risque n'est pas du tout le même. Donc voilà, toutes ces choses-là sont à faire. Donc, alerter les secours, c'est préciser le lieu de l'accident, oui, réponse A, et le nombre de victimes aussi, donc réponse A et C. La signalisation m'indique un début de créneau de dépassement, réponse A. Une fin de créneau de dépassement, réponse B. Une réduction du nombre de voies, réponse C.
Alors, ce panneau-là, qu'est-ce qu'il m'indique? Est-ce que ça m'indique un début de créneau de dépassement? Eh bien non, c'est ce panneau-là, un début de créneau de dépassement. Donc il ne faut pas confondre. Vous avez vu la différence? Là, ça commence. Et là, finalement, vous voyez, les deux voies se réduisent en une voie. Donc ça se termine. Donc comme il y a deux voies qui se réduisent en une voie, eh bien, il y a une réduction du nombre de voies. Donc là, c'était réponse B et C. L'utilisation du limiteur est possible. En ville, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, oui, réponse C. Non, réponse D. Le limiteur, ça il faut que vous le reteniez, donc vous le notez si vous avez un doute. Le limiteur, vous pouvez l'utiliser partout. En ville, c'est oui, et sur autoroute, c'est oui aussi, donc A et C. Je peux circuler sans feu, réponse A. En feu de position seule, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de brouillard avant, réponse D. Donc si vous avez du mal avec, pareil, les feux, vous avez vu, j'ai fait une vidéo aussi sur l'utilisation des feux, savoir quand les mettre, avec plein de petits exercices. Alors, ici, nous sommes hors agglomération, il y a une mauvaise météo, vous avez vu, il neige fortement. Donc quand il y a une mauvaise météo, je n'ai pas le droit de circuler sans feu, c'est impossible. En feu de position seule, c'est uniquement en agglo éclairé. Quand il y a une mauvaise météo, je dois mettre mes feux de croisement, et en plus de ça, je peux aussi mettre mes feux de brouillard à l'avant, puisque à l'avant, j'ai le droit en cas de brouillard, neige et forte pluie. Donc je peux cumuler mes feux de croisement avec mes feux de brouillard avant. Donc c'était réponse C et D. Dans toutes les voitures, la commande des feux de détresse se situe au même endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est vrai que la commande des feux de détresse, souvent, elle est à peu près dans la même zone, mais pas toujours. Souvent, elle se trouve entre le conducteur et le passager, à peu près à hauteur de votre autoradio, mais ça peut être au-dessus de votre autoradio, en dessous de votre autoradio, ou même un peu plus bas, presque au niveau du levier de vitesse. Et vous avez même certains feux de détresse qui sont juste derrière le volant. Donc là, c'est plus du tout au même endroit. Donc, c'était réponse B. Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente le risque d'accident? Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation de carburant? Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, ça augmente le risque d'accident parce que vous voyez bien là le pneu, il a moins de stabilité au sol, donc la voiture va tanguer un petit peu plus et donc on maîtrisera moins aussi la trajectoire de la voiture. Est-ce que ça consomme plus de carburant? Aussi, ça consomme plus de carburant, mais c'est comme quand vous êtes en vélo et que vous roulez avec un pneu fortement dégonflé ou crevé. Vous avez remarqué, il faut pédaler beaucoup plus fort parce qu'il y a plus de surface de contact au sol ici, là, donc il y a plus de résistance, donc ça consomme plus. Donc là, la réponse, c'était ça augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. La consommation de carburant aussi, donc réponse C. Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège dos à la route. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Eh bien, on voit là que il est mis en position off. Donc là, il est désactivé et pas activé. Alors, comment ça fonctionne? Vous prenez la clé de votre voiture, qu'on met sur le Neyman habituellement, vous enfoncez la clé, et puis vous tournez d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça qu'on l'active ou qu'on le désactive. Là, il est désactivé. Ce qui veut dire que, donc là c'est la réponse, je viens d'activer non, réponse B, ce qui veut dire que je peux mettre un enfant dos à la route, dans un siège adapté évidemment, parce que là, l'airbag ne va pas s'ouvrir en cas de choc. Parce que c'est très dangereux d'utiliser un airbag avec un enfant dos à la route sur l'avant, puisqu'il va être percuté par l'airbag qui s'ouvre en même pas 30 millisecondes. Ça va très très vite, donc c'est violent. C'est pour ça qu'il faut éviter. Donc dans cette situation, sur le siège avant, oui, je peux mettre un bébé dos à la route. Réponse C. Un conducteur novice a bu 2 bières au cours d'un repas. Il a le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, avec un seul verre, déjà, on risque de se retrouver au-dessus de la limite pour les jeunes conducteurs qui est de 0,20. Pourquoi? Parce qu'une dose bar, donc une dose qu'on vous sert dans les bars, hein, donc souvent c'est un peu moins important qu'à la maison, une dose bar, ça représente à peu près entre 0,2 et 0,25 grammes par litre de sang. Donc vous serez au-dessus. Du coup, vous n'avez pas le droit de conduire. Donc c'était réponse B. Je m'engage et je m'écarte. Réponse A. Ou j'attends qu'il ait fini de traverser. Réponse B. Alors, est-ce que je peux m'engager sur cette route ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende qu'il ait fini de traverser? Alors, évidemment, là, on voit bien qu'on va avoir l'espace suffisant pour pouvoir passer. Par contre, il y a un risque énorme que là, il glisse et qu'il tombe. En plus, il a un parapluie, il ne nous voit pas du tout arriver. Donc, on risque de le surprendre. Et nous aussi, on n'est pas sûr d'avoir une très bonne maîtrise de notre véhicule. Donc là, on attend vraiment qu'il ait fini de traverser, qu'il soit vraiment à l'écart. Hein. J'attends pas qu'il soit ici ou là. Hein. J'attends qu'il ait fini de traverser pour moi m'engager en meilleure sécurité. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Ces commandes servent à régler la hauteur des feux, réponse A, la direction des feux, réponse B, le rétroviseur intérieur, réponse C, les rétroviseurs extérieurs. Réponse D. Ici, vous avez quand même tout qui est rassemblé au même endroit. Ça, c'est rare sur les voitures, mais là, tout est rassemblé au même endroit. Alors, on va commencer par celui-ci. Ça, c'est pour pouvoir mettre, vous voyez, les feux de position ou les feux de croisement. Les feux de route, la commande est souvent au niveau du volant quand même. Ensuite, ici, c'est pour régler, vous voyez le petit symbole des feux avec une hauteur. Et ben c'est ici, c'est pour régler la hauteur des feux, d'accord, en fonction de votre chargement. Plus vous êtes chargé, plus il faudra aller sur 1, 2, 3. Et si vous n'êtes pas chargé du tout, il faut rester sur le 0. Donc ça, c'est bien, hauteur des feux. Ensuite, là, bah c'est sympa, c'est pour arroser votre phare avant, avec un petit essuie-glace, vous voyez, un petit jet d'eau, puis un petit essuie-glace. Donc ça permet de nettoyer vos phares à l'avant s'ils sont sales. On en trouve très peu sur les voitures, mais ça existe. Ensuite ici, bah, vous voyez, ça ce sont les rétroviseurs extérieurs. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler le rétroviseur extérieur gauche. Si j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler le rétro extérieur droite. Ensuite, je choisis si je remonte, si je redescends, si je le mets plus à droite ou plus à gauche. D'accord? Ces commandes servent à régler la hauteur des feux,
réponse A. Et les rétroviseurs extérieurs, réponse D. Les nouveaux rétroviseurs réduisent l'angle mort, oui, réponse A. Non, réponse B. Déforment les voitures, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il existe de plus en plus de rétroviseurs panoramiques. Alors on les reconnaît souvent avec des petits pointillés qu'il y a ici. Et là, le rétroviseur est légèrement arrondi sur le bord, ce qui permet une vision plus large. Par contre, attention, parce que ça perturbe l'estimation des distances, d'accord? Et la vision est aussi déformée. Ce qui fait que la voiture, elle peut paraître plus loin, alors qu'en fait, en réalité, elle est plus près. Donc, les nouveaux rétroviseurs réduisent l'angle mort, oui, parce qu'il y a une vision plus large, déforment les voitures, oui aussi. Donc, réponse A et C. À la sortie de cette forêt, il est préférable de fermer les yeux quelques secondes. Réponse A. Mettre les lunettes de soleil. Réponse B. Baisser le pare-soleil. Réponse C. Ralentir. Réponse D. Donc on nous dit ici qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais on ne sait pas s'il y en a 2 ou 3 réponses. Alors on va bien faire attention à ça. Évidemment, on ferme pas les yeux, hein. C'est trop dangereux de fermer les yeux parce que là, on n'a plus d'informations du tout. Donc on ne ferme pas les yeux. On va mettre nos lunettes de soleil, pas trop tôt parce que sinon on va dans la zone d'ombre, on va pas voir ce qui se passe, mais il va falloir prévoir de mettre les lunettes de soleil. On va aussi baisser le pare-soleil, comme ça évitera d'être ébloui, que le soleil arrive pile dans nos yeux. Et comme il va y avoir un temps d'adaptation entre la zone sombre et la zone lumineuse, notre vue ne va pas s'adapter tout de suite. Il y a un moment où on ne verra rien, même si on met les lunettes de soleil et si on baisse le pare-soleil. Il y aura un temps d'adaptation. Donc pour ça, comme on ne sait pas du tout ce qui se passe devant, vous voyez, hein, on n'a aucune idée de ce qui se passe devant, on devine une balise d'intersection, donc on suppose qu'il y a une intersection, mais on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Donc là, on va aussi ralentir, et ça, c'est très important de ralentir. Donc c'était réponse B, C et D. En marche normale, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ici? On voit qu'on est sur une route à sens unique. Il y a même une rambarde, des voitures en face, une bande blanche qu'on voit sur le côté ici. Donc, ça nous signale bien qu'on est en sens unique. On est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, et donc une route à accès rapide. On voit qu'ici ça monte, et on constate que là les pointillés sont pas habituels, ils sont rapprochés et larges. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur une voie à véhicule lent. Et là, il y a une réglementation qui est particulière pour les voies à véhicule lent, c'est que elle est réservée aux véhicules qui ne peuvent pas dépasser les 60 km/h. Alors quand je dis 60, on ne peut pas dépasser les 60 km/h, ça veut dire que si je roule à 60 km/h, eh bien je suis encore concerné par cette voie-là. À 61 km/h, normalement, je dois aller à côté. Attention, hein, on n'a pas le droit de nous l'utiliser si on est en marche normale. Là, c'est quel cas, hein. En marche normale, ça veut dire que je ne dépasse pas et que je roule à une allure normale. Ça veut dire ça en marche normale. Je ne dépasse pas et je roule à allure normale. Donc, comme je roule à allure normale, je n'ai pas à rouler dans cette voie-là. Donc là, en marche normale, est-ce que je suis bien placée? Bah oui, puisque je n'ai pas à circuler. Je n'ai pas à circuler dans cette voie-là. Ma voie la plus à droite, je dois utiliser la voie la plus à droite. Et bien, ma voie la plus à droite, c'est bien celle-ci. Donc, c'était réponse A. Choisir de circuler à vélo permet de moins subir les aléas de la circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B.
d'éviter les problèmes de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le vélo est le moyen idéal pour se déplacer en ville. En règle générale, on met même moins de temps à circuler en vélo qu'en voiture parce qu'on est beaucoup moins confronté justement à tous les problèmes de circulation. Maintenant, on a de plus en plus de voies réservées, voire même de pistes réservées. Donc, choisir de circuler à vélo, oui, ça évite de moins subir les aléas de la circulation. Et ça, vous en doutez, je pense que tout le monde a bon sur celle-ci. En effet, ça permet d'éviter les problèmes de stationnement. Donc, c'était réponse A et C. Je facilite le passage de l'ambulance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette ambulance, elle est en mission urgente parce qu'on le voit avec ces avertisseurs là. Donc là, c'est bien de lui faciliter le passage dans cette situation. Donc moi, je vais ralentir, je vais mettre mon clignotant à droite pour l'informer que j'ai l'intention de la laisser passer et je vais serrer le bord droit puisque j'ai la possibilité de le faire. Donc je facilite le passage de l'ambulance. Oui, réponse A. Le manche à air indique un vent venant de gauche, réponse A, venant de droite, réponse B. Fort, réponse C. Faible, réponse D. Alors comment ça fonctionne une manche à air? Le vent va arriver dans la partie la plus large ici, va traverser le manche à air et va ressortir ensuite à la sortie du manche à air. Donc forcément le vent il va arriver de ce côté-là puisque le manche à air, la pointe elle est par là. Ok? Donc le vent vient de gauche. Est-ce qu'il est fort ou faible? Là il est faible. S'il était fort, il serait carrément à l'horizontale. Ce qui n'est pas le cas, là il est bien penché, donc il est faible. Donc là, c'était réponse A et D. Je dépasse, oui, réponse A, non, réponse B. Alors, on a un marquage qui nous dit, là de notre côté, là si on a les pointillés de ce côté-là, ça veut dire qu'on a le droit de dépasser. À ne pas confondre avec ce marquage-là. D'accord? La ligne continue d'un côté et les pointillés de l'autre. Donc là, nous, de notre côté, on a la ligne continue, les pointillés, c'est de l'autre côté. Donc ceux d'en face ont le droit de dépasser. Là, eux, de leur côté, ils ont une ligne continue, ils n'ont pas le droit de dépasser. Et moi, j'ai les pointillés, donc normalement, j'ai le droit de dépasser. Mais, vous avez un panneau ici, un panneau qui nous dit que dans 100 mètres, il sera interdit de dépasser. Sauf un deux roues, c'est pas le cas. Là, c'est pas un deux roues. Là non plus. En plus de ce panneau-là, si on dépasse le premier véhicule, on n'aura pas l'espace nécessaire de sécurité entre lui et moi qui vais me retrouver au milieu, et entre moi qui suis au milieu et celle de devant. Donc on n'a aucune des conditions réunies pour pouvoir dépasser devant moi. Donc là, c'était réponse B.